Je suis Amber Mitchell, j'ai 28 ans, et le mois dernier, j'ai vu ma belle-mère, Patricia, m'interdire l'accès aux funérailles de mon propre père. Papa était mon meilleur ami. Après la mort de maman, Patricia s'est assurée que je ne puisse pas lui dire au revoir en me bloquant de la lecture du testament, avec ce sourire narquois et suffisant, disant « Cette réunion est uniquement pour les héritiers désignés dans le testament ». Elle n'avait aucune idée de ce que je transportais dans mon sac. L'avocat a ouvert mon dossier, et Patricia est devenue d'une pâleur cadavérique. Si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxiques essayant de voler ce qui vous appartient de droit, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous pendant que je partage comment je me suis battu pour les véritables volontés de mon père. Mon père, Robert Mitchell, était mon ancre dans ce monde. Après que ma mère est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 15 ans, il n'y avait plus que papa et moi contre le monde. Il était un promoteur immobilier prospère à Boston. Ayant bâti son entreprise à partir de rien après avoir obtenu son diplôme universitaire, papa travaillait dur, mais il trouvait toujours du temps pour moi. Chaque dimanche matin, nous avions notre tradition spéciale. Nous sortions sur son petit voilier dans le port de Boston quand le temps le permettait, puis nous prenions un brunch au Harborview Café, où nous parlions pendant des heures. Il écoutait mes problèmes d'adolescente avec la patience d'un saint, offrant une sagesse qui ne semblait que gagner en valeur à mesure que je vieillissais. Amber, disait-il, fais toujours confiance à ton instinct. Ta mère avait le meilleur instinct de toutes les personnes que j'ai connues, et tu as hérité ça d'elle. Quand j'avais 19 ans et que j'étais en deuxième année d'université, papa a rencontré Patricia Winters lors d'une collecte de fonds caritative. Elle était séduisante, charmante, et semblait sincèrement intéressée par lui. J'étais heureuse pour papa. Après 4 ans de deuil de maman, il méritait un peu de bonheur. Cependant, Patricia avait son propre bagage. Elle avait 2 enfants, Mason, qui avait 17 ans à l'époque, et Lindsay, qui en avait 15. Dès notre première rencontre, quelque chose m'a semblé bizarre. Ils souriaient trop largement, riaient trop fort aux blagues de papa, et leurs yeux s'attardaient un peu trop longtemps sur les meubles coûteux de notre maison. Pourtant, j'ai essayé. Vraiment. J'ai invité Lindsay à prendre un café, j'ai tenté de discuter avec Mason de ses projets universitaires. Papa tombait éperdument amoureux de Patricia, et je voulais soutenir son bonheur. Ils ont juste besoin de temps pour se détendre, m'a assuré papa quand j'ai mentionné la froideur que je sentais de leur part. Ils ont aussi perdu leur père, tu sais. Enfin, pas perdu exactement. Il les a abandonnés, ce qui est peut-être pire. Le mariage a eu lieu rapidement, juste 6 mois après leur rencontre. Je me tenais à côté de papa en tant que sa témoin, forçant un sourire tandis que Patricia récitait des vœux sur l'honnêteté et la dévotion qui sonnaient creux à mes oreilles. Les changements se sont produits immédiatement après qu'ils ont emménagé dans notre maison familiale. Les photos de ma mère qui avait toujours occupé des places d'honneur ont commencé à disparaître, remplacées par des portraits de Patricia et de ses enfants. Les objets de famille étaient réarrangés ou stockés pour faire de la place au goût moderne de Patricia. Les brunchs du dimanche s'étaient raréfiés. D'abord, Patricia créait des conflits opportuns. « Oh, Robert, as-tu oublié que nous avons les Henderson qui viennent aujourd'hui, ou Mason a un match, et nous devrions tous le soutenir en tant que famille. » Quand nous parvenions à avoir notre moment père-fille, Patricia appelait à plusieurs reprises avec des urgences inventées de toutes pièces. Une fois, elle a appelé 8 fois parce qu'elle ne trouvait pas le double de la clé de la maison de vacances, pour que papa rentre et la trouve exactement là où elle avait toujours été. Pendant ce temps, Mason et Lindsay traitaient la maison et l'argent de mon père comme leur droit de naissance. Mason a démoli 2 voitures lors de sa première année de permis, et papa les a remplacées sans se plaindre. Lindsay a plafonné des cartes de crédit en faisant du shopping, et papa a payé les factures discrètement. J'ai choisi un chemin différent. Bien que papa ait proposé de payer mes études et mes frais de subsistance, j'ai insisté pour travailler pendant mes études universitaires. J'ai contracté des prêts étudiants modestes et j'ai occupé des emplois à temps partiel, non pas parce que je n'appréciais pas la générosité de papa, mais parce que je valorisais l'indépendance. Tu es si têtu, tout comme ta mère, disait papa avec un sourire fier. Elle non plus ne voulait jamais être assistée. Après avoir obtenu mon diplôme en marketing, j'ai accepté un poste dans une entreprise de technologie à Seattle. La distance faisait mal, mais nous avons maintenu notre relation étroite avec des appels téléphoniques quotidiens et des visites mensuelles. Pendant ces visites, j'ai remarqué des changements subtils chez papa. Il semblait fatigué, moins dynamique.
Quand j'exprimais mon inquiétude, Patricia intervenait, « Il va bien, Amber. Arrête d'être si dramatique. C'est juste que son âge l'a un peu ralenti. » Au cours de la dernière année, la santé de papa a décliné plus rapidement. Il a développé des problèmes cardiaques, et sa silhouette autrefois robuste est devenue plus mince. Lors de mes visites, j'ai remarqué que ses médicaments semblaient changer fréquemment, et il paraissait souvent désorienté. Lors de ma dernière visite il y a 3 mois, papa a demandé à Patricia de nous laisser un peu d'intimité. Quand elle a quitté la pièce à contre-cœur, il a serré ma main avec une force surprenante. « Amber, je dois te dire quelque chose d'important », a-t-il chuchoté, ses yeux se dirigeant vers la porte. J'ai fait des changements et j'ai remis les choses en ordre. S'il m'arrive quelque chose, parle à Eleanor au bureau. Elle a quelque chose pour toi. Patricia est revenue avant qu'il ne puisse élaborer, portant un verre d'eau et des pilules pour papa. C'est l'heure de tes médicaments, Robert, dit-elle doucement, mais ses yeux étaient froids quand ils se sont posés sur moi. Ce fut la dernière véritable conversation que j'ai eue avec mon père. J'appelais quotidiennement, comme toujours, mais de plus en plus, Patricia répondait et prétendait qu'il se reposait ou était incapable de venir au téléphone. Quand je parlais avec lui, il semblait confus, ses mots s'empâtant. J'avais prévu de retourner à Boston le mois suivant pour voir comment il allait en personne, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. L'appel est arrivé un mardi soir. Je travaillais tard, finalisant une campagne marketing, quand mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Mason. C'était inhabituel, mon demi-frère me contactait rarement directement. « Ton père est à l'hôpital », dit-il sans préambule. « Maman m'a dit de t'appeler. » Mon cœur a sombré. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il va bien? Je ne connais pas les détails. Maman a juste dit de te dire qu'il est au Boston General. Il a raccroché avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre. J'ai réservé le premier vol pour Boston, un vol de nuit partant dans 3 heures. J'ai fait mes bagages à la hâte, mon esprit tourbillonnant de scénarios catastrophes. Le vol de 5 heures m'a paru durer des jours, mon anxiété montant à chaque minute qui passait. Quand j'ai finalement atteint le Boston General à 7 heures du matin, je me suis précipité au bureau d'information. « Robert Mitchell », dis-je, à bout de souffle. « Il a été admis hier. Je suis sa fille. » La réceptionniste m'a dirigé vers l'unité de soins cardiaques au 4e étage. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, j'ai aperçu Patricia et ses enfants dans la salle d'attente. Patricia était impeccablement habillée, comme toujours, pas un cheveu de travers malgré la prétendue urgence. « Patricia, comment va-t-il? Que s'est-il passé ?» ai-je demandé en m'approchant d'eux. Elle se leva, se positionnant entre moi et le couloir menant aux chambres des patients. « Amber, tu n'avais pas besoin de venir de si loin. »« Bien sûr que si. C'est mon père. Je dois le voir. » L'expression de Patricia se durcit. Les médecins n'autorisent que la famille immédiate pour le moment. Robert a besoin de repos, pas de scènes émotionnelles. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je suis sa famille immédiate. Je suis sa fille. Les médecins ont été très spécifiques, a-t-elle insisté, sa voix suintant une fausse sympathie. La famille seulement, pour l'instant. Nous t'appellerons s'il y a des changements. Lindsay souriait narquoisement derrière sa mère, tandis que Mason avait au moins la décence de paraître mal à l'aise. Je me suis approché du poste des infirmières, expliquant que j'étais la fille de Robert Mitchell et que je devais le voir. L'infirmière en chef semblait confuse. La femme du patient a indiqué que ses seuls enfants étaient déjà ici, dit-elle, jetant un coup d'œil vers Patricia. C'est sa femme, mais je suis sa fille de son premier mariage, ai-je expliqué, la frustration montant. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de voir mon père. L'infirmière parut partagée, prise dans un conflit familial dont elle ne voulait pas faire partie. Laissez-moi parler avec Madame Mitchell et le médecin, dit-elle finalement. J'ai attendu des heures. Patricia et ses enfants étaient autorisés à entrer et sortir de la chambre de papa pendant que je restais dans la salle d'attente. Finalement, un médecin s'est approché de moi. Mademoiselle Mitchell? Je comprends qu'il y a une certaine confusion concernant les visites. J'ai expliqué la situation, et il a hoché la tête avec sympathie. Votre père est lourdement sédaté en ce moment. Son état est grave mais stable. Nous surveillons sa fonction cardiaque. Je vous autoriserai une brève visite, mais il ne sera probablement pas conscient. Le soulagement m'a envahi, mais il fut de courte durée.
Alors que le médecin me conduisait vers la chambre de papa, Patricia est sortie et l'a pris à part pour une conversation à voix basse. Quand il est revenu, son attitude avait changé. Je m'excuse, mais Madame Mitchell m'a informé que votre père a explicitement déclaré qu'il ne voulait de visite de personne en dehors de son foyer pendant cette hospitalisation. En tant que sa mandataire médicale, nous devons respecter ses décisions concernant les visiteurs. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ce n'est pas vrai. Mon père ne dirait jamais ça. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Le médecin s'est excusé à nouveau mais est resté ferme. La sécurité de l'hôpital a été appelée quand j'ai refusé de quitter l'étage. Humilié et désespéré, j'ai été escorté jusqu'au hall d'entrée. Au cours des 3 jours suivants, j'ai tout essayé. Je suis venu à des heures de service différentes, espérant trouver un personnel plus sympathique. J'ai attendu dans le parking pour surprendre les médecins à leur sortie. J'ai appelé l'administration de l'hôpital. Rien n'a fonctionné. Patricia avait complètement verrouillé l'accès. Le 4e jour, une infirmière nommée Rachel s'est approchée de moi à la cafétéria de l'hôpital. « Vous êtes la fille de Robert Mitchell, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant en face de moi. « Oui. Vous vous êtes occupé de lui? Comment va-t-il » Elle a jeté un regard autour d'elle avant de parler. « Je ne devrais pas vous parler, mais quelque chose ne me semble pas normal dans cette situation. Votre père a demandé à vous voir. » Mon cœur a bondi. « Il est conscient ?» Patricia a dit à tout le monde qu'il était dans le coma. Rachel secoua la tête. « Il a des périodes de conscience. Il est faible mais lucide par moments. Il a spécifiquement demandé à voir sa fille, Amber, hier. » Les larmes ont rempli mes yeux. « Pouvez-vous m'aider à le voir ? Je vais essayer. Je travaille demain soir. Venez à 23 heures, quand les heures de visite sont terminées et que l'étage est plus calme. Je ne peux rien promettre, mais j'essaierai de vous faire entrer brièvement. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, m'accrochant à l'espoir de voir enfin papa. Mais à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas à Mademoiselle Mitchell, ici le docteur Kaplan du Boston General. Je suis vraiment désolé de vous informer que votre père est décédé il y a environ 1 heure. Le monde s'est arrêté. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Il était stable. L'infirmière a dit qu'il a subi un arrêt cardiaque massif aux petites heures du matin. Nous avons tenté une réanimation, mais nous n'avons pas réussi. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais une dernière fois, et Patricia s'était assurée qu'il en serait ainsi. Les arrangements funéraires étaient entièrement contrôlés par Patricia. Le service était prévu dans un salon funéraire haut de gamme plutôt que dans la petite chapelle où le service de ma mère avait eu lieu, là où papa avait toujours dit qu'il voulait ses propres funérailles. Quand je suis arrivé au service, un placeur m'a dirigé vers un siège au fond, loin de la section familiale où Patricia, Mason et Lindsay étaient assis au premier rang. J'ai regardé les gens s'approcher d'eux les uns après les autres avec des condoléances, beaucoup jetant des regards confus vers moi. Certains des plus vieux amis de papa ont tenu à venir s'asseoir avec moi ou à me serrer l'épaule en signe de soutien silencieux. Pendant l'éloge funèbre, Patricia s'est dépeinte comme l'épouse dévouée qui avait soigné mon père pendant sa maladie. Elle a parlé de leur famille recomposée sans jamais me nommer. Au moment de voir le corps, le frère de Patricia s'est physiquement interposé devant moi. « La famille d'abord », dit-il froidement. Au moment où j'ai été autorisé à m'approcher, il fermait le cercueil. Mon dernier aperçu de mon père fut partiel et précipité. À la réception qui a suivi, j'ai entendu Patricia parler avec un homme que j'ai reconnu comme étant son avocat, Gregory Harrison. « Nous procéderons à la lecture mardi, dit-il. J'ai tous les documents en ordre. » « Bien, » répondit Patricia. Robert était très spécifique sur ses volontés. Tout est réglé exactement comme il se doit. La satisfaction narquoise dans sa voix me retourna l'estomac. J'ai quitté la réception tôt, conduisant en larmes jusqu'à mon hôtel. Je ne m'étais jamais senti aussi seul, aussi vaincu. Papa était parti, et Patricia avait gagné. Elle avait réussi à m'exclure de ces derniers jours et était clairement confiante quant à la suite des événements. Cette nuit-là, j'ai sangloté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. J'avais perdu non seulement mon père, mais aussi mon dernier lien avec la famille que j'avais connue. Je ne savais pas encore que papa avait anticipé le comportement de Patricia et avait mis en place un plan qui allait tout changer.
3 jours après les funérailles, je séjournais toujours au Hampton Inn près de la maison de mon enfance, incapable de me résoudre à retourner à Seattle. J'avais pris un congé de deuil de mon travail mais n'avais pas de véritable plan au-delà de cela. Le vide en moi rendait difficile de penser au-delà de chaque heure douloureuse. On frappa à la porte de ma chambre d'hôtel, ce qui me surprit. Je n'attendais personne, et les alliés de Patricia avaient clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue à Boston. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Eleanor Davis, l'assistante de direction de mon père depuis 15 ans, debout, l'air nerveuse. « Eleanor ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle jeta un coup d'œil dans le couloir avant de répondre. « Puis-je entrer, Amber ? On ne devrait pas me voir ici. » Je me suis écarté pour la laisser entrer, la confusion remplaçant temporairement mon chagrin. Eleanor avait toujours été gentille avec moi, mais nous n'étions pas particulièrement proches. Une fois à l'intérieur, elle sortit un paquet de son grand sac à main. C'était une enveloppe manie scellée à la cire rouge, portant l'empreinte de la chevalière de mon père, celle qui avait appartenu à son grand-père. « Votre père m'a donné ça il y a 6 mois, expliqua Eleanor en me tendant le paquet. Il m'a fait promettre de vous le remettre en personne s'il lui arrivait quelque chose. Il a été très spécifique sur le fait qu'il ne devait pas être envoyé par la poste ou par messager et que personne d'autre ne devait en être informé. » Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. A-t-il dit ce que c'était ? Eleanor secoua la tête. Seulement que c'était important et que vous comprendriez quoi faire. Elle vérifia sa montre. Je devrais y aller. Patricia est au bureau tous les jours depuis la mort de votre père, fouillant dans ses dossiers. Elle a licencié 2 personnes hier. Après le départ d'Eleanor, j'ai fixé le paquet, craignant ce qu'il pourrait contenir mais désespéré de renouer avec papa une dernière fois. Finalement, j'ai brisé le seau de cire et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une lettre manuscrite sur le papier à lettres personnelles de mon père, un document juridique dans une enveloppe scellée marquée du logo de Harrington et Associates, pas le cabinet d'avocat habituel de mon père, et une petite clé scotchée à une carte avec une adresse et un numéro de coffre pour la First National Bank. Les mains tremblantes, j'ai déplié la lettre de mon père. Ma très chère Amber. Si tu lis ceci, alors mes pires craintes se sont réalisées. Je suis si désolé pour la douleur que tu dois ressentir et encore plus désolé de ne pas être là pour te réconforter. J'ai fait une terrible erreur en faisant confiance à Patricia. Au cours de la dernière année, j'ai remarqué des schémas troublants dans son comportement, des objets qui disparaissent, des documents déplacés, des médicaments qui me font me sentir plus mal au lieu de mieux, mes vieux amis soudainement malvenus dans notre maison. Au début, j'ai rejeté ces inquiétudes comme de la paranoïa. Mais ensuite, j'ai trouvé des preuves que Patricia a été en contact avec son ex-mari, celui qu'elle prétendait l'avoir abandonné. La réalité, comme je l'ai découvert, est tout autre. J'ai mis à jour mon testament il y a 6 mois avec un nouveau cabinet d'avocats. Patricia n'est pas au courant. Le document ci-joint est une copie de ce testament, enregistré auprès de l'État. La clé est pour un coffre-fort contenant des preuves dont tu pourrais avoir besoin si Patricia conteste le testament, comme je le soupçonne. Il contient également des objets personnels que je voulais m'assurer de te faire parvenir. J'avais prévu de confronter Patricia une fois que j'aurais rassemblé suffisamment de preuves, mais ma santé s'est détériorée plus rapidement que prévu. Je crains que mon temps ne soit compté. Souviens-toi que je t'aime, Amber. Tu as été la plus grande joie de ma vie. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. Avec tout mon amour. Papa. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais ces mots, un mélange de chagrin et de justification m'envahissant. Papa avait su. Il avait vu à travers la façade de Patricia et avait pris des mesures pour me protéger, ainsi que son héritage. Le document juridique scellé était en effet un testament daté de seulement 6 mois plus tôt et notarié par des témoins que je ne reconnaissais pas. Je ne l'ai pas ouvert, conservant son sceau officiel intact. Le lendemain matin, je suis allé à la First National Bank. Après avoir vérifié mon identité et la clé, le directeur de la banque m'a escorté jusqu'à la chambre forte et m'a laissé seul avec le coffre-fort. Le coffre contenait plusieurs objets. D'abord, une autre lettre de papa, expliquant chaque pièce à conviction. Puis il y avait des photographies prises par un détective privé montrant Patricia rencontrant un homme que papa a identifié comme son ex-mari supposément éloigné. Il y avait aussi des photos du même homme visitant la maison de mon père quand papa était en voyage d'affaires. Plus troublant encore étaient les registres financiers montrant des transferts inhabituels des comptes personnels de mon père vers des comptes offshore liés aux frères de Patricia.
Il y avait aussi des copies des dossiers médicaux de mon père avec des notes de sa main remettant en question les changements de ses prescriptions qui coïncidaient avec les visites de Patricia à la pharmacie. Une clé USB contenait des enregistrements audio du bureau de mon père, capturant des conversations entre Patricia et ses enfants discutant de la manière dont ils dépenseraient leur héritage une fois que le vieil homme sera parti. Dans un enregistrement particulièrement glaçant, Patricia demandait à Mason de s'assurer que papa prenait tous ses médicaments pendant son absence pour le week-end. « Assure-toi qu'il prenne les pilules bleues en premier », avait-elle dit. Elles le rendent somnolent, donc il ne se plaindra pas pour les autres. Le dernier document était une chronologie manuscrite que mon père avait créée, traçant son déclin de santé par rapport aux actions de Patricia. Il notait une fatigue et une confusion croissante après que Patricia ait insisté pour préparer ses repas et gérer ses médicaments. Alors que je passais tout en revue, une image horrible a émergé. Mon père n'avait pas seulement été exploité financièrement, il avait été systématiquement isolé et peut-être médicalement maltraité. La question qui me hantait était de savoir si Patricia avait simplement exploité sa maladie ou si elle avait activement accéléré son déclin. Les mains tremblantes, j'ai remballé les preuves dans mon sac. Papa m'avait fourni tout ce dont j'avais besoin pour contester Patricia. Maintenant, je devais trouver le bon moment pour l'utiliser. Le jour de la lecture du testament arriva. Je n'avais pas été officiellement prévenu, mais le vieil ami de papa, Walter Bennett, qui avait été l'avocat de mon père pendant des décennies avant d'être inexplicablement licencié par Patricia 3 mois plus tôt, m'avait informé de l'heure et du lieu. Quelque chose cloche dans toute cette affaire, Amber, m'avait dit Walter autour d'un café la veille. Robert ne t'aurait jamais exclu de ses dernières dispositions. Échanger d'avocat après 30 ans d'amitié, ça ne colle pas. Je suis arrivé au bureau de Harrison et Powell précisément à 14 heures. La réceptionniste a semblé surprise quand j'ai donné mon nom. Mademoiselle Mitchell, vous n'êtes pas sur la liste pour cette réunion, a-t-elle dit après avoir vérifié son ordinateur. Je suis la fille de Robert Mitchell. Je devrais être à la lecture de son testament, j'ai gardé ma voix stable, bien que mon cœur battait la chamade. Elle a passé un appel téléphonique, parlant à voix basse, puis m'a demandé d'attendre. Quelques minutes plus tard, Gregory Harrison lui-même est sorti de la salle de conférence. Mademoiselle Mitchell, c'est un peu gênant, mais la lecture a déjà commencé. Madame Mitchell a indiqué que vous saviez que vous n'étiez pas incluse dans les délibérations. Je suis resté ferme. En tant que fille de Monsieur Mitchell, j'ai le droit d'être présente, quel que soit le contenu du testament. Harrison a semblé mal à l'aise mais a hoché la tête à contre-cœur. Très bien. Veuillez me suivre. Quand je suis entré dans la salle de conférence, le visage de Patricia a enregistré le choc, puis la colère, puis une suffisance composée. Mason et Lindsay étaient assis de chaque côté d'elle, ainsi que le frère de Patricia et son assistante personnelle. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a demandé Patricia, sans même me regarder directement. En tant que fille de Monsieur Mitchell, Mademoiselle Mitchell a demandé à être présente, a expliqué Harrison. Patricia a poussé un soupir théâtral. Cette réunion est uniquement pour les héritiers désignés dans le testament, ce que Amber n'est pas. Robert était très clair sur ses volontés. La certitude calme dans sa voix a fait bouillir mon sang, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je n'étais pas venu si loin pour perdre le contrôle maintenant. Je comprends que tu sois en deuil, Patricia, mais j'ai le droit d'entendre les volontés de mon père directement, même s'il a choisi de me déshériter. Ma voix était stable, ne révélant rien du tumulte intérieur. Harrison parut soulagé par mon ton raisonnable. Peut-être pouvons-nous continuer. Comme je le disais, le testament, daté du 15 janvier de cette année, stipule que l'intégralité de la succession de Robert Mitchell, à l'exception des biens personnels spécifiques listés en annexe A, doit être transférée à son épouse, Patricia Mitchell, les bénéficiaires secondaires étant ses enfants, Mason et Lindsay Winters. Patricia m'a lancé un regard triomphant, que j'ai accueilli avec un petit sourire entendu qui a semblé la déstabiliser légèrement. Harrison a continué à lire le document, détaillant les actifs considérables que mon père avait accumulés, la maison familiale évaluée à 2,8 millions de dollars, ses parts dans l'entreprise d'une valeur d'environ 12 millions de dollars, des portefeuilles d'investissement, des propriétés de vacances et diverses collections personnelles d'art et d'antiquités. Quand il a terminé, Patricia a posé une main sur son cœur. Robert a toujours pris soin de nous. Il savait ce qui était le mieux pour la famille. Y a-t-il des questions, a demandé Harrison, regardant autour de la salle. J'ai sorti de mon sac le document scellé qu'Eleanor m'avait remis. En fait, je crois qu'il y a eu une erreur.
Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je me levais et marchais vers la place de Harrison en bout de table. J'ai posé le document devant lui. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, fronçant les sourcils devant le sceau inconnu du cabinet d'avocat. « C'est le testament le plus récent de mon père, exécuté et déposé auprès du Commonwealth du Massachusetts il y a 6 mois. » Patricia s'est levée d'un bond. « C'est ridicule. Robert Moret d'ici l'avait mis à jour son testament. » Harrison a examiné le document attentivement, brisant le sceau et lisant les premières pages. Son expression est passée du scepticisme à l'inquiétude. Ceci semble être un testament légalement exécuté, daté plus récemment que celui dont nous discutions. Il porte la signature de M. Mitchell, que je reconnais, et les attestations de témoins appropriés. Il a levé les yeux vers Patricia. « Madame Mitchell, étiez-vous au courant de ce document ?» Le visage de Patricia avait perdu toute couleur. « C'est absurde. Ce doit être un faux. » Harrison a continué à examiner le document. Il contient une formulation révoquant spécifiquement tous les testaments et codicilles antérieurs. S'il est authentique, il remplacerait le testament que nous venons d'examiner. « Lisez-le, dis-je tranquillement. » Harrison s'est raclé la gorge et a commencé à lire. Le Nouveau Testament peignait une image très différente des volontés de mon père. Patricia et ses enfants se voyaient pourvus de fonds en fiducie modeste qui leur verseraient une allocation de subsistance raisonnable mais ne leur donnerait aucun contrôle sur le capital. La maison familiale devait être vendue, les recettes servant à créer une fondation caritative au nom de ma mère. La majeure partie de la succession, y compris une participation de contrôle dans Mitchell Development Corporation, m'était laissée, avec des instructions spécifiques sur la poursuite de l'héritage de mon père en matière de développement éthique et de dons de bienfaisance. Le plus accablant était une clause vers la fin, dans le cas où mon décès surviendrait dans des circonstances pouvant être considérées comme suspectes ou prématurées, j'ordonne à mon exécuteur testamentaire d'autoriser une enquête complète, y compris des rapports toxicologiques et un examen de tous mes traitements médicaux dans les mois précédant mon décès. Le visage de Patricia se tordit de rage. C'est un mensonge. Une pure fabrication. Elle se tourna vers ses enfants. Dites-leur. Votre père ne nous aurait jamais fait ça. Mason avait l'air stupéfait, tandis que Lindsay se mit à pleurer de façon dramatique. Harrison leva une main. Madame Mitchell, s'il vous plaît. Ce document contient un sceau notarial et des témoins. Il semble avoir été déposé auprès de l'État. Si vous le contestez, nous devrons procéder par les voies légales appropriées. Le contester ? Je vais le détruire. Robert m'aimait. Il n'aurait jamais fait ça dans mon dos. Le sang-froid soigneusement entretenu de Patricia s'était complètement évaporé. Cette fille ingrate l'a monté contre moi. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Son frère a essayé de la calmer, mais elle le repoussa violemment. Madame Mitchell, dit fermement Harrison, je dois vous avertir que des éclats de ce genre n'aideront pas votre position si vous choisissez de contester ce testament. La formulation ici est assez claire, et il y a des instructions scellées supplémentaires concernant des enquêtes potentielles sur le décès de M. Mitchell. À la mention d'enquête, Patricia se figea. Ses yeux se sont dirigés vers la porte comme si elle calculait une voie de sortie. Je suis resté calme, observant la scène se dérouler exactement comme papa l'avait prédit. Patricia, je pense que nous savons toutes les deux que papa a vu clair dans ton jeu à la fin. C'est son dernier message pour toi. Tu ne sais rien, siffla-t-elle. Ton père était un vieil homme confus. Il ne savait pas ce qu'il signait. Harrison, maintenant visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation, intervint, je crois que nous devrions ajourner cette réunion jusqu'à ce que nous puissions vérifier l'authenticité de ce nouveau document, bien que je doive noter qu'il semble être en règle et que le cabinet mentionné est réputé. Le vérifier ? Il n'y a rien à vérifier. Je suis sa femme. Patricia a rassemblé ses affaires frénétiquement. Cette réunion est terminée. Mon avocat vous contactera. Elle s'est dirigée vers la porte en trombe, s'arrêtant seulement pour me cracher ces derniers mots, ce n'est pas fini, Amber. Ses enfants l'ont suivi, Mason se retournant pour me regarder avec une expression indéchiffrable. La salle tomba dans le silence après leur départ. Harrison soupira lourdement. Mademoiselle Mitchell, je m'excuse pour la confusion. Je n'avais aucune connaissance de ce testament mis à jour. Je comprends, dis-je. Mon père avait anticipé les actions de Patricia. C'est pourquoi il a pris des précautions. Alors que je rassemblais mes propres affaires, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme.
Papa avait tendu la main d'outre-tombe pour me protéger et exposer la vraie nature de Patricia. La bataille était loin d'être terminée, mais la première victoire décisive était la mienne. Les suites immédiates de la lecture du testament furent un chaos. Patricia refusa de quitter la maison familiale comme l'exigeait le testament nouvellement découvert, changeant les codes de sécurité et ordonnant au personnel de ne m'admettre sous aucun prétexte. Mon téléphone s'est rempli de messages textes virulents de Patricia, alternant entre menaces et tentatives de me faire douter de l'état mental de mon père lorsqu'il a signé le Nouveau Testament. Son frère, en qui je n'avais jamais eu confiance, a laissé des messages vocaux menaçants suggérant que je lâche l'affaire avant que les choses ne tournent mal. J'ai quitté l'hôtel et j'ai déménagé dans un autre sous un faux nom, déstabilisé par l'intensité de la réaction de Patricia. Le lendemain, j'ai rencontré Caroline Lawson, une avocate spécialisée dans les testaments contestés et la fraude successorale. Votre père était malin, a dit Caroline après avoir examiné les documents. En créant le Nouveau Testament avec un cabinet indépendant et en le déposant auprès de l'État, il a établi une position juridique solide. Patricia peut le contester, mais elle devra prouver qu'il n'était pas sain d'esprit lorsqu'il l'a signé. Il savait exactement ce qu'il faisait, les jeux assurés. La question est, jusqu'où Patricia est-elle allée? Ses dossiers médicaux suggèrent qu'elle a peut-être trafiqué ses médicaments. L'expression de Caroline devint sérieuse. Si c'est vrai, nous parlons de charges criminelles potentielles au-delà de la simple contestation du testament, mais le prouver sera difficile. Nous avons développé une stratégie pour faire appliquer le testament tout en rassemblant plus de preuves sur les agissements de Patricia. Caroline a déposé des requêtes d'urgence pour geler tous les actifs de la succession et révoquer Patricia en tant qu'exécutrice, citant la formulation explicite du Nouveau Testament et les preuves inquiétantes du coffre-fort. Pendant ce temps, Patricia a lancé une campagne de dénigrement dans le cercle social de mon père. Elle a raconté à quiconque voulait l'entendre que j'avais manipulé mon père sur son déclin, profitant de son chagrin suite au décès récent d'un ami pour le convaincre de changer son testament. Amber m'a toujours détesté, ai-je entendu dire qu'elle avait raconté aux membres du club de golf de papa. Elle ne pouvait pas accepter que Robert ait retrouvé le bonheur après la mort de sa mère. Elle l'a empoisonné contre sa nouvelle famille. L'ironie de son utilisation du mot empoisonné ne m'a pas échappé. Une semaine après la lecture du testament, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel pour trouver la porte légèrement entr'ouverte. Le cœur battant, j'ai appelé la sécurité de l'hôtel avant d'entrer. La chambre avait été fouillée, les objets déplacés et réarrangés. Le plus inquiétant, les copies des dossiers médicaux de papa avaient disparu, bien que j'ai heureusement conservé les originaux dans un lieu sûr. Les images de sécurité de l'hôtel montraient un homme en uniforme de maintenance entrant dans ma chambre, mais son visage n'était jamais clairement visible à la caméra. Le directeur de l'hôtel s'est excusé mais n'a pu offrir que peu d'aide au-delà de changer ma chambre et d'ajouter de la sécurité. Ce soir-là, j'ai reçu un message texte surprenant de Mason, il faut qu'on se parle. Pas avec maman. Plaza Café, demain 10h. Je me méfiais d'un piège mais j'étais assez curieuse pour accepter, choisissant un lieu public et arrivant tôt pour m'assurer que je ne tombais pas dans une embuscade. Mason est arrivé seul, l'air fatigué et en conflit. Je ne sais plus quoi croire, a-t-il admis après avoir commandé un café. Maman s'effondre. Elle boit toute la journée, passe des appels frénétiques et brûle des documents dans le jardin. Elle brûle des documents? Je me suis penché en avant. Quel genre de documents? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas exactement. Des trucs financiers, je pense. Elle nous a renvoyés, Lindsay et moi, quand elle a réalisé que nous regardions. Mais écoute, le truc, c'est que, j'ai trouvé des pilules dans sa salle de bain, des flacons de prescription au nom de ton père mais avec les étiquettes partiellement arrachées. Mon sang s'est glacé. Mason, tu comprends ce que ça pourrait signifier? Il a hoché la tête misérablement. Je ne suis pas stupide, Amber. C'est juste que, c'est ma mère. Mais Robert a été bon avec nous, et si elle lui a fait quelque chose? Il s'est interrompu, incapable de terminer sa pensée. Tu dois le dire à la police, ai-je insisté. Je ne peux pas, la peur a traversé son visage. Mais je ne mentirai pas pour elle non plus, si on en arrive là. En partant, Mason s'est arrêté. Lindsay veut te parler aussi. Elle est plus confuse que moi. Maman l'a toujours contrôlée, mais elle aimait vraiment Robert. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Lindsay dans un petit café de l'autre côté de la ville. Contrairement à son apparence habituellement soignée, elle avait l'air débraillée, les yeux rouges d'avoir pleuré. C'est vrai?
a-t-elle demandé sans préambule. Maman a vraiment été exclue du vrai testament? Pas entièrement, ai-je expliqué. Papa a créé des fiducies pour vous tous. Vous serez pris en charge, mais pas avec les sommes forfaitaires qu'elle attendait. Le visage de Lindsay s'est décomposé. Elle m'avait promis la maison de la plage. Elle a dit que je pourrais la voir après la mort de Robert. Elle s'est reprise, l'air horrifié par ses propres mots. Lindsay, quand a-t-elle commencé à faire ses promesses? Je ne sais pas. Il y a peut-être un an. Elle tordait une serviette entre ses mains. Elle parlait beaucoup de ce que nous ferions après, mais je pensais qu'elle voulait dire après sa retraite ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas qu'elle voulait dire. J'ai tendu la main vers la sienne, mais elle l'a retirée. Je devrais y aller. Elle saura que je t'ai parlé. Malgré mes sentiments compliqués envers mes demi-frères et sœurs, j'ai ressenti de la compassion pour eux. Ils avaient été élevés par Patricia, façonnés par ses valeurs et ses manipulations. Ils étaient aussi des victimes, d'une manière différente. La situation s'est considérablement aggravée la semaine suivante. Patricia s'est présentée sans y être invitée à un événement caritatif que mon père avait soutenu annuellement, créant une scène lorsqu'elle m'a vu là, parlant avec les membres du conseil d'administration. La voilà, a crié Patricia, me montrant du doigt à travers la salle de bal bondée. La fille qui a abandonné son père pendant des années, puis qui est revenue en piqué pour voler son argent. La sécurité l'a escortée dehors alors qu'elle continuait de crier des accusations. L'incident a fait les pages mondaines locales, apportant une publicité non désirée à la situation déjà compliquée. Cette nuit-là, les menaces anonymes ont commencé. D'abord, un message texte d'un numéro inconnu, lâche l'affaire ou tu le regretteras. Puis, un courriel avec des photos de moi entrant et sortant de mon nouvel hôtel, montrant que j'étais surveillé. J'ai tout signalé à la police et à Caroline, qui a accéléré nos procédures judiciaires. Elle joue la montre, a expliqué Caroline, essayant de forcer un règlement en rendant le processus si désagréable et coûteux que vous abandonnerez. Nous avons appris que Patricia avait engagé un avocat spécialisé en succession, tristement célèbre pour ses tactiques agressives et pour faire traîner les affaires de succession pendant des années. Mais Patricia avait sous-estimé à la fois ma détermination et la prévoyance de mon père. En examinant les papiers personnels de mon père, j'ai découvert des notes sur le mariage précédent de Patricia. Papa avait engagé des enquêteurs qui ont découvert quelque chose de choquant, Patricia avait été mariée 2 fois auparavant, et non une seule, comme elle l'avait prétendu. Son premier mari, un homme riche et plus âgé, était décédé subitement d'une insuffisance cardiaque après seulement 3 ans de mariage. Patricia avait tout hérité, laissant les enfants de celui-ci d'un mariage précédent sans rien. Les circonstances étaient troublantes de similitude avec la situation de mon père. Plus accablant encore, l'enquêteur de Caroline a découvert que l'ex-mari supposément éloigné de Patricia, le père de Mason et Lindsay, n'avait en fait jamais divorcé d'elle. Ils avaient mis en scène une séparation tout en maintenant une relation, un fait documenté par les photos de surveillance trouvées dans le coffre-fort. La toile de tromperie était plus étendue que même mon père ne l'avait réalisée. Patricia n'était pas seulement une croqueuse de diamants, elle était une escroc professionnelle avec un mode opératoire consistant à cibler des hommes riches et plus âgés. La question qui me tenait éveillé la nuit était de savoir si elle avait simplement attendu que mon père meure naturellement ou si elle avait aidé le processus. La police est finalement intervenue directement lorsque Patricia a violé l'ordonnance restrictive temporaire que j'avais obtenue. Elle s'est présentée dans un restaurant où je dînais avec Eleanor, criant des accusations et tentant de m'affronter physiquement avant d'être maîtrisée par le personnel. Les policiers qui sont intervenus ont pris des dépositions et, en apprenant l'existence de l'ordonnance, ont pris l'affaire au sérieux. En escortant Patricia dehors, j'ai entendu un policier mentionner à son partenaire qu'elle sentait la pharmacie. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais Patricia avait encore un dernier coup désespéré à jouer. La date d'audience pour l'audition préliminaire sur le testament contesté est arrivée 3 semaines après la lecture du testament. La salle d'audience était tendue alors que Caroline et moi faisions face à Patricia et son avocat de l'autre côté de l'allée. Mason était assis derrière sa mère, mais Lindsay était visiblement absente. La juge Harriet Walcott, une femme sévère d'une 60aine d'années, réputée pour son efficacité et son pragmatisme, a examiné les dossiers avant de s'adresser à la cour. Avant de continuer, je tiens à préciser que je n'ai aucune tolérance pour le type de comportement décrit dans ces rapports, dit-elle, regardant directement Patricia. Le harcèlement, l'intimidation et la violation des ordonnances du tribunal n'aideront pas votre cause, Madame Mitchell. L'avocat de Patricia, Martin Drake, se leva avec aisance.
Votre honneur, ma cliente nie tout harcèlement. Ce sont simplement des désaccords familiaux montés en épingle pendant une période de deuil. La juge Walcott resta de marbre. Gardez ça pour vos arguments, maître. Abordons la question des testaments concurrents. La procédure a commencé avec Drake présentant leur argumentation selon laquelle le testament de janvier était valide et que le testament ultérieur était soit un faux, soit signé sous une influence indue. Ces arguments étaient polis mais pauvres en preuves. Quand ce fut le tour de Caroline, elle a méthodiquement démoli leur position. Elle a présenté des affidavits des témoins du testament plus récent, la confirmation du notaire et les registres de dépôt de l'État. Le plus dommageable fut le témoignage de Walter Bennett, l'avocat de longue date de mon père. Robert m'a appelé il y a environ 7 mois, a témoigné Walter. Il a exprimé des inquiétudes concernant le comportement de sa femme et a demandé des recommandations pour un avocat indépendant, car il souhaitait mettre à jour son testament à l'insu de Madame Mitchell. Il était tout à fait sain d'esprit et a expliqué ses raisons clairement. Patricia a fusillé Walter du regard, lui qui avait été autrefois un invité à dîner chez eux. Il a soutenu son regard avant de continuer. Robert m'a dit qu'il avait découvert des irrégularités financières et qu'il s'inquiétait pour ses soins médicaux. Il croyait que Patricia l'isolait délibérément de sa fille et de ses amis. Drake a objecté, prétendant que c'était un oui-dire, mais la juge a autorisé le témoignage comme preuve de l'état d'esprit de mon père au moment de changer son testament. Le moment le plus surprenant est venu lorsque Mason a demandé à s'adresser à la cour. Patricia lui a sifflé de s'asseoir, mais il s'est approché de la barre des témoins malgré tout. Sous serment, Mason a décrit avoir trouvé des flacons de prescription cachés dans les effets personnels de Patricia, avoir entendu des disputes entre Patricia et son ex-mari sur le fait d'accélérer les choses, et avoir été témoin de Patricia m'empêchant de voir mon père à l'hôpital. Robert a été bon avec nous, a conclu Mason, la voix brisée. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé, et Amber ne mérite pas ce que ma mère lui fait maintenant. Le visage de Patricia était un masque de fureur. Quand Drake l'a appelée à témoigner, elle s'était ressaisie, jouant le rôle de la veuve éplorée avec une habileté consommée. Elle a parlé de l'état mental déclinant de mon père, de mon prétendu abandon quand j'ai déménagé à Seattle, et de la famille recomposée heureuse qui avait été détruite par ma jalousie et ma cupidité. C'était une performance convaincante, mais elle s'est effondrée sous le contre-interrogatoire de Caroline. Utilisant la chronologie que mon père avait créée, Caroline a fait passer Patricia en revue des dates et des événements spécifiques, la prenant en flagrant délit de multiples contradictions. Madame Mitchell, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit à la cour que vous étiez continuellement avec votre mari pendant ces derniers jours, alors que les relevés de cartes de crédit montrent que vous dîniez chez Shea Morris avec un certain monsieur James Winters le soir précédant le décès de monsieur Mitchell? Patricia balbutia, c'était une brève réunion d'affaires. James est mon ex-mari. Nous discutions des enfants. Le même ex-mari qui, selon vous, vous avez abandonné, vous et vos enfants? L'homme que vous avez dit à Robert Mitchell que vous ne vouliez plus jamais revoir, a insisté Caroline. Cela n'est pas pertinent pour cette procédure, a interjeté Drake. Caroline s'est tournée vers la juge. Votre honneur, cela touche directement à la crédibilité de Madame Mitchell et à son schéma de tromperie. La juge a acquiescé, et Caroline a continué son démantèlement méthodique du témoignage de Patricia. Au moment où elle a terminé, Patricia était visiblement ébranlée, sa façade soigneusement construite se fissurant. Lorsque tous les arguments ont été conclus, la juge Walcott n'a pris qu'une brève suspension avant de revenir avec sa décision. Sur la base des preuves présentées, je déclare le testament daté du 15 juillet valide et exécutoire. Le testament antérieur est par la présente déclaré révoqué. Madame Mitchell est démise de ses fonctions d'exécutrice de la succession, et Mademoiselle Amber Mitchell est nommée à sa place, comme spécifié dans le testament valide. Patricia a eu un hoquet audible tandis que le soulagement m'envahissait. La juge a continué, de plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour enquête sur d'éventuels abus de personnes âgées, fraude et fautes professionnelles. Il est ordonné à Madame Mitchell de quitter la résidence familiale dans les 48 heures et de remettre tous les registres financiers relatifs au compte de Monsieur Mitchell. Alors que nous quittions la salle d'audience, le détective Liam Connelly de la police de Boston s'est approché de nous. Mademoiselle Mitchell, j'aimerais vous parler des dossiers médicaux de votre père. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue de la tromperie de Patricia s'est révélée. L'enquête policière a révélé que Patricia n'avait jamais légalement divorcé de son deuxième mari, James Winters, rendant son mariage avec mon père potentiellement invalide. Plus troublant,
Les tests toxicologiques ordonnés sur des échantillons de sang conservés de mon père à l'hôpital ont montré des niveaux élevés de digoxine, un médicament pour le cœur qui ne lui avait pas été prescrit. Le château de cartes soigneusement construit de Patricia s'est complètement effondré lorsque l'INSEE, dans un moment de remords ou d'auto-préservation, a remis un journal dans lequel Patricia avait suivi les médicaments de mon père, notant quelle combinaison le rendait le plus docile et oublieux. Des accusations criminelles ont été portées contre Patricia pour fraude, abus de personnes âgées, et complicité d'homicide involontaire. James Winters a été accusé en tant que co-conspirateur. Bien que le processus judiciaire prendrait des mois, voire des années, pour être entièrement résolu, le règne de terreur de Patricia était effectivement terminé. La couverture médiatique a été intense et douloureuse. Des titres comme La veuve noire frappe encore et Le travail de détective d'une fille révèle un complot meurtrier ont transformé notre tragédie familiale en divertissement public. J'ai décliné toutes les demandes d'interview, me concentrant plutôt sur l'honneur de la mémoire de mon père et la reconstruction de ce que Patricia avait tenté de détruire. En triant les affaires de mon père dans la maison familiale, maintenant vidée de la présence de Patricia, j'ai découvert des trésors qu'elle avait cachés, des photos de ma mère qui avaient disparu des murs, des lettres qu'il s'était écrites pendant leur fréquentation, et même mes projets d'art d'enfance que mon père avait soigneusement conservés. Dans son bureau, derrière un faux panneau dans sa bibliothèque que Patricia n'avait apparemment jamais découvert, j'ai trouvé une collection de vidéos que mon père avait faites au fil des ans. Certaines dataient de mon enfance. D'autres étaient des réflexions plus récentes sur sa vie et ses espoirs pour l'avenir. La plus récente était datée de seulement 2 mois avant sa mort. « Amber, dit-il, regardant directement la caméra, le visage amaigri mais les yeux clairs. Si tu regardes ceci, alors les choses se sont passées comme je le craignais. Je veux que tu saches que j'ai réalisé mon erreur avec Patricia, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour te protéger, toi et ce que nous avons construit ensemble. » Il fit une pause, l'émotion le submergeant momentanément. « J'aurais dû faire confiance à ton instinct à son sujet dès le début. Tu as la sagesse de ta mère. J'espère que tu pourras me pardonner ma folie. » Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je regardais. « Je te pardonne, papa, ai-je murmuré à l'écran. Souviens-toi de ce qui compte, a-t-il continué. Pas l'argent ou les propriétés, mais les valeurs que nous partageons. L'intégrité, la compassion, la persévérance. C'est ton véritable héritage, et personne ne pourra jamais te l'enlever. » À ces moments-là, en regardant les derniers messages de mon père, je les sentis de nouveau avec moi, non seulement en mémoire mais en esprit. Malgré tous les efforts de Patricia, elle n'avait pas réussi à détruire le lien qui nous unissait. En fin de compte, l'amour et la vérité avaient prévalu. 6 mois après la confrontation au tribunal avec Patricia, j'ai finalement réemménagé dans la maison de mon enfance. Le processus de réappropriation de l'espace était à la fois douloureux et curatif. J'avais envisagé de la vendre, comme spécifié dans le testament, mais après mûre réflexion et consultation avec les avocats de la succession, j'ai décidé de conserver la propriété et de convertir une partie de la propriété en siège de la Fondation Elizabeth Mitchell, du nom de ma mère. La fondation, financée par une part importante de mon héritage, se concentrerait sur le soutien à la recherche sur le cancer et la fourniture de ressources pour les enfants ayant perdu des parents à la maladie. Cela me semblait être la manière parfaite d'honorer la mémoire de mes 2 parents. En parcourant les espaces rénovés, les souvenirs de mon enfance se mêlaient à la peinture fraîche et aux nouveaux meubles. J'avais enlevé la plupart des traces de l'esthétique froide et moderne de Patricia, restaurant le style chaleureux et confortable que ma mère avait initialement créé. Eleanor, qui avait continué à travailler pour Mitchell Développement pendant la transition, m'a rejointe pour le thé dans la véranda qui avait toujours été l'espace préféré de ma mère. « Votre père serait si fier, » dit-elle, regardant la transformation. Il était si inquiet vers la fin, pas seulement pour l'argent, mais pour que son héritage soit déformé. « Vous a-t-il déjà dit ce qui l'a d'abord rendu méfiant envers Patricia, ai-je demandé. Eleanor a hoché la tête. C'était quelque chose de petit, en fait. Il a remarqué qu'elle enlevait les photos de votre mère de sa table de chevet quand elle pensait qu'il dormait. Quand il l'a confrontée, elle a prétendu qu'elle les époussetait simplement. Mais cela l'a fait réfléchir à d'autres changements qu'elle avait faits, à quel point il était devenu isolé. Nous avons parlé pendant des heures de la dernière année de mon père, comblant les lacunes de ma compréhension. Eleanor a partagé des histoires que je n'avais jamais entendues, y compris comment mon père avait secrètement maintenu le contact avec beaucoup de ses vieux amis malgré les efforts de Patricia pour le couper du monde. Il n'a jamais cessé de parler de vous, m'a-t-elle assuré. Chaque réussite, chaque appel, c'était ses moments les plus lumineux.
Les poursuites judiciaires contre Patricia se sont poursuivies. Elle est restée en détention, la libération sous caution lui ayant été refusée en raison de la gravité des accusations et de son risque de fuite substantielle. Mason avait accepté de témoigner contre elle en échange de l'immunité contre toute accusation de complicité. La situation de Lindsay était plus compliquée. Les évaluations psychologiques suggéraient qu'elle avait été sévèrement manipulée par sa mère tout au long de sa vie, créant une dépendance malsaine. Elle suivait une thérapie tout en séjournant chez la sœur de son père biologique. Malgré leur rôle dans les événements douloureux entourant la mort de mon père, je ne pouvais me résoudre à abandonner complètement Mason et Lindsay. Ils avaient aussi été victimes des machinations de Patricia, élevés dans un environnement de tromperie et de matérialisme. Après mûre réflexion, j'ai créé des fonds en fiducie pour leurs études universitaires en utilisant une petite partie de mon héritage. Les fiducies étaient structurées pour encourager l'éducation et l'indépendance, des valeurs que mon père avait défendues. Mason était déjà inscrit dans un collège communautaire, travaillant à définir son propre chemin loin de l'influence de sa mère. La maison familiale s'est progressivement remplie des objets qui avaient été mis en entreposage lorsque Patricia a redécoré. Les objets de famille ont retrouvé leur place d'honneur, y compris l'horloge ancienne de ma grand-mère qui avait toujours trôné dans le hall d'entrée et la collection de maquettes de voiliers que mon père et moi avions construites ensemble au fil des ans. 3 mois après mon retour, j'ai organisé un service commémoratif pour mon père dans son club de voile préféré. Contrairement aux funérailles formelles et impersonnelles que Patricia avait organisées, ce rassemblement était intime et authentique. Les plus vieux amis de papa ont partagé des histoires qui nous ont fait rire et pleurer, célébrant l'homme qu'il était vraiment plutôt que la version aseptisée que Patricia avait présentée au monde. Robert disait toujours que la véritable richesse d'une personne se mesurait aux vies qu'elle avait touchées, et non aux biens qu'elle avait accumulés, a dit Walter, levant un verre en hommage. À cette mesure, il était l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. En écoutant les histoires, j'ai réalisé combien de la vie de mon père il me restait à découvrir. Chaque personne qui a parlé a révélé des facettes de lui que je n'avais jamais vues, élargissant ma compréhension de l'homme complexe et généreux qui m'avait élevé. Le processus de guérison ne fut ni rapide ni linéaire. Certains jours, le chagrin me submergeait sans prévenir. D'autres jours, la colère éclatait quand je pensais aux précieux derniers moments avec mon père que Patricia m'avait volés. Savoir qu'elle avait délibérément hâté sa mort pour un gain financier était une blessure qui pourrait ne jamais guérir complètement. Pourtant, au milieu de la douleur, j'ai trouvé des cadeaux inattendus. L'adversité avait révélé ma propre force et ma résilience. J'avais découvert des alliés dans des endroits improbables et appris à faire confiance à mon instinct, tout comme mon père me l'avait conseillé des années auparavant. Plus important encore, j'avais honoré les dernières volontés de mon père, protégeant l'héritage qu'il avait travaillé si dur à construire. Au fil des saisons, j'ai progressivement établi de nouvelles routines et traditions. Les dimanches matins, autrefois réservés à la voile avec papa, sont devenus mon temps pour le bénévolat avec un groupe de soutien pour enfants en deuil. La période des fêtes, que j'avais redouté d'affronter sans lui, est devenue une occasion d'organiser un rassemblement pour d'autres personnes ayant perdu des êtres chers. Un matin de printemps, alors que j'étais assise dans le bureau de mon père à examiner des propositions de la fondation, je suis tombé sur une citation qu'il avait encadrée sur son bureau, le plus grand héritage qu'un parent puisse donner à ses enfants, ce sont quelques minutes de son temps chaque jour. Malgré son succès et sa richesse, le cadeau le plus précieux de mon père avait toujours été sa présence. C'était l'héritage que je voulais honorer le plus dans ma propre vie à l'avenir, donner généreusement de mon temps et de mon attention aux causes et aux personnes qui comptaient. Le système judiciaire a finalement rendu son verdict sur Patricia. Elle a été reconnue coupable de multiples chefs d'accusation et condamnée à 20 ans de prison. La nouvelle a apporté un mélange complexe d'émotions et non pas la satisfaction triomphante que j'aurais pu attendre autrefois, mais un sentiment plus calme que la justice avait été rendue et que mon père pouvait reposer en paix. J'ai tenu ma promesse de rendre visite occasionnellement à Mason et Lindsay, les rencontrant en terrain neutre alors qu'ils travaillaient à construire des vies indépendantes de l'influence toxique de leur mère. Ces relations sont restées compliquées, mais je me suis souvenu de la capacité de pardon de mon père et j'ai essayé d'incarner cet esprit. En repensant au parcours tumultueux, de cet appel téléphonique dévastateur sur l'hospitalisation de mon père à la vie paisible que je construisais maintenant, j'ai reconnu à quel point j'avais grandi. La douleur m'avait transformé, brûlant la naïveté et la remplaçant par la sagesse. La trahison m'avait appris à valoriser l'authenticité et à reconnaître la manipulation. La perte avait approfondi mon appréciation pour les liens authentiques. Le dernier cadeau de mon père n'avait pas été l'héritage que Patricia avait si désespérément convoité.
C'était la vérité douloureuse mais nécessaire et l'opportunité de réclamer non seulement ses biens, mais son véritable héritage d'intégrité et de compassion. Debout devant la tombe de mon père le jour de l'anniversaire de sa mort, j'ai placé des roses blanches, ses préférées, à côté de la pierre tombale. J'ai tenu ma promesse, papa, ai-je murmuré. Ton histoire a été racontée. Tes volontés ont été honorées. Ton héritage continue. Le voyage à travers le deuil et la trahison m'a appris que la famille n'est pas toujours définie par le sang ou les liens juridiques. Parfois, elle se crée à travers des valeurs partagées, un respect mutuel et une attention sincère. Mon père avait compris cette vérité à la fin, prenant des dispositions non basées sur les définitions traditionnelles de la famille, mais sur les liens authentiques qu'il chérissait. Cette compréhension est devenue mon principe directeur. En allant de l'avant, je choisis soigneusement qui j'admets dans mon cercle intime, valorisant désormais le caractère plutôt que le charme, la substance plutôt que l'apparence. La richesse que mon père m'a laissée assure la sécurité, mais c'est la sagesse acquise à travers notre épreuve commune qui s'avère la plus précieuse pour naviguer dans les complexités de la vie. Si vous avez vécu une trahison au sein de votre famille ou si vous vous êtes battu pour ce qui vous revenait de droit, j'espère que mon histoire vous offre un peu de réconfort et de conseils. Faites confiance à votre instinct, documentez tout, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la vérité à finalement prévaloir. Les conflits familiaux autour d'un héritage peuvent révéler le vrai caractère des gens, souvent de manière choquante. Avez-vous vécu quelque chose de similaire, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous, et partagez-la avec d'autres qui pourraient être confrontés à des défis similaires. Merci d'avoir écouté mon parcours de la trahison à la guérison. Rappelez-vous, parfois la plus grande force vient de la survie à nos blessures les plus profondes.